Dans cette section, nous allons parler de la loi de Coulomb. Alors, la loi de Coulomb, c'est la loi qui régit l'interaction entre deux charges électriques. Elle a été euh, mise au point, si on peut dire, après des expériences, donc c'est une loi phénoménologique, après des expériences dès le XVIIIe siècle, on va dire. Alors nous, évidemment, on va l'exprimer sous forme mathématique, mais d'abord, regardons l'énoncé de cette loi avec des mots, tout simplement. Alors, la force qui s'exerce entre deux charges électriques ponctuelles est, donc vous prenez deux charges électriques, la force qui va s'exercer va être proportionnelle à la valeur des charges. On va voir ce que ça veut dire du point de vue mathématique dans un instant. Elle va être inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux charges en question. Là aussi, on va voir ce que ça veut dire. Et elle va être portée par la droite qui va joindre les deux charges. Alors, le résultat final doit être une force, donc c'est une force, qui est répulsive si les charges sont de même signe et attractive si ce n'est pas le cas. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut mettre ça sous une forme mathématique, hein, avec les connaissances qu'on a. Premièrement, on va choisir donc deux charges, l'une en A que je vais appeler QA et l'autre en B que je vais appeler QB. Et en regardant l'énoncé de la loi, on va essayer de mettre dessus des éléments mathématiques qu'on a l'habitude de manipuler. Typiquement, on va d'abord mettre des forces. Donc la force qui est en haut à droite est la force qui s'exerce de la part de la charge QA, en A donc, en bas, sur la charge QB. Alors ici, j'ai représenté les forces en question sous la forme attractive, mais on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, a priori, les deux charges sont de signes différents. Alors on a marqué aussi, bien sûr, si la charge A, ça c'est le principe d'action-réaction, si la charge en QA exerce sur QB une certaine force, QB exerce en retour une force sur QA. Et les deux forces, principe d'action-réaction, sont égales et opposées en sens. J'ai aussi indiqué la droite qui joint, enfin un petit segment de droite qui joint les deux, et la distance entre les deux, je l'ai appelé RAB. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette force doit être, qui est exercée par QA sur QB, c'est celle qu'on va regarder, FAB, il faut qu'elle soit proportionnelle à la valeur des charges. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un facteur de proportionnalité. Et par ailleurs, il faut que la valeur des charges, les charges QA et QB, s'il y a un facteur de proportionnalité, ça veut dire que c'est le produit des deux charges qui intervient. Ensuite, euh, il faut qu'elle soit inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare. La distance en question, c'est RAB. Donc c'est 1 sur proportionnel à, donc multiplié par 1 sur RAB au carré. Par ailleurs, il faut qu'elle soit portée par la droite qui joint les deux charges. Le f est un vecteur, donc il faut qu'on ajoute, enfin qu'on multiplie tout ça par un vecteur. Le vecteur en question, je l'appelle UAB, il donne une direction, c'est un vecteur unitaire de longueur de norme 1. Et comment je le calcule, ce vecteur, ou comment je l'exprime en réalité? Il suffit que je prenne le vecteur AB qui joint les deux points, A et B, et que je le divise par sa norme, donc je le réduise, j'en réduise la longueur de la valeur de sa norme, et automatiquement j'obtiens un vecteur qui a une longueur 1. Donc c'est un vecteur unitaire. Alors, on réécrit FAB, il se trouve que la valeur de la constante qui est devant, qui est la constante de proportionnalité qu'on met devant l'expression, donc devant le QAQB sur RAB, et d'ailleurs j'ai oublié un carré, cette valeur, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Epsilon 0, c'est ce qu'on appelle la permittivité électrique du vide, d'où le 0, parce que tout ce qu'on vient de raconter, tout ce qu'on vient de dire, ne s'applique que dans le vide, pour le moment.
Si vous vous mettez dans une situation où vous êtes dans un diélectrique, dans de la matière, à ce moment-là, il faudra changer, la relation sera la même, simplement il faudra changer le 1 sur 4 pi epsilon 0 en 1 sur 4 pi epsilon, qu'on appelle aussi permittivité, enfin, qui peut être représentée par une permittivité relative. Le 1 sur 4 pi epsilon 0, sa valeur numérique dans le système international, elle est simple à retenir, c'est sympa si vous la retenez, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est égal à 9 10 puissance 9 dans le système international. Concentrons-nous maintenant sur le cas de n charges ponctuelles, c'est-à-dire, imaginons on prend une situation un peu plus complexe, on a n charges, que je vais appeler indicées avec un indice i, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3 par exemple, Q4, Q5, autant que vous voulez, et la valeur générale, on va l'appeler i, donc QI, comme c'est noté ici par exemple. Les charges en question sont au point A1, A2, etc. jusqu'à AN, et on a pris soin de marquer le point AI pour pouvoir travailler dessus, tout simplement, vous allez voir. Donc, la force qui va s'exercer sur le vecteur, enfin sur le point, sur la charge K. Je ne l'ai même pas marqué, la charge K, ça peut être n'importe laquelle de ces charges-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? La mécanique nous dit, enfin les lois de la mécanique nous disent que la somme des forces, enfin la force totale exercée par l'ensemble des autres charges est égale à la somme des forces qui s'exercent sur chacune, enfin de la part de chacune des charges. Donc il faut qu'on fasse la somme de I égale 1 à N, donc sur toutes les charges, de la force qui s'exerce de la part de la particule I sur la particule K, avec, évidemment, la charge sur elle-même ne produit aucun effet. Ah, ça, c'est une des propriétés, hein, sinon on ne peut pas faire de calcul. Vous avez remarqué peut-être tout à l'heure que l'expression de la charge, de la force en question, s'écrit donc en 1 sur la distance au carré. Si vous prenez cette distance et que vous la faites tendre vers 0, on peut avoir l'impression que la force tend vers l'infini, sauf là où est cette charge. Donc là où est la charge elle-même, la force devient instantanément nulle. C'est un modèle, hein, évidemment. Donc voilà. Donc il faut qu'on fasse cette somme. Alors pour illustrer ça, voilà par exemple la somme de toutes les forces qui s'exercent sur la particule I, sur n'importe laquelle. Évidemment, on peut faire le même dessin pour chacune des particules, chacune des charges. On voit que si je réécris la force sous la forme 1 sur 4 pi epsilon 0 QK QI sur RIK au carré UIK, si je réécris ça, eh ben, il faut de nouveau que je fasse cette somme, mais vous voyez qu'il y a à l'intérieur de cette expression, il y a des éléments qui ne bougent pas pour chacun des termes de la somme. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est toujours la même chose. QK, puisque en fait on tourne sur I, la somme se fait sur I, ben QK c'est toujours le même. Par contre, RIK et UIK, c'est pas pour chacun des termes peut varier. Hein, ces éléments peuvent varier. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement réécrire cette expression sous la forme FK égale, je sors l'ensemble des éléments qui sont constants, QK sur 4 pi epsilon 0, somme de I égale 1 à N, de QI sur RI au carré, UIK. RIK, je rappelle, c'est la distance entre la particule I et la particule K. Alors, je vais prendre un exemple, juste pour que tout soit clair. Cet exemple, on fera le calcul complet en cours. Donc j'ai 3 charges, QA, QB, qui sont respectivement en A et en B, et QC, qui va subir l'action, la force, de la part de QA et de la part de QB. Bien évidemment, la QC elle-même exerce une force sur QA et sur QB, mais ce n'est pas le but de cet exemple. Le but, c'est juste de calculer la force qui s'exerce sur QC. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà exprimer, enfin dessiner les forces qui s'exercent sur de la part de A, de QA et de la part de QB. Et ces forces, donc, on fait la somme, vous voyez, sous une forme vectorielle. Si j'appelle cette
force F totale, c'est la somme vectorielle de F de B, enfin, de la force qui s'exerce de la part de QB, donc qui est en B, vers QC, qui est en C, donc je l'appelle FBC, et de celle qui s'exerce de la part de QA, qui est en A, FAC. On pourrait s'arrêter là. Finalement, on a trouvé comment faire pour calculer la force qui s'exerce sur une charge. En fait, un cas extrêmement général, même plus général que celui-là, qui est le cas où on traite d'une distribution continue de charges, c'est-à-dire où les charges sont réparties de façon continue sur une courbe, sur une surface ou dans un volume. Donc imaginons qu'on ait une distribution surfacique comme celle qui est représentée ici. On peut regarder, je vous en ai parlé dans le cours sur la densité, on peut regarder l'influence et donc l'effet d'une section infinitésimale, ou plutôt d'une petite région infinitésimale autour d'un point, disons, appelons-le P. On va supposer que la distribution est une distribution continue surfacique, donc de densité surfacique sigma, qui dépend de la position du point P. Et donc, on dit que le point Q, la charge Q est située en un point M et à une distance R1 du point P. Eh bien, cette petite charge élémentaire dQ va créer sur la charge Q une force dF, que je vais appeler dF1. Bien entendu, on peut imaginer aussi qu'on a un autre point P2. Et, en fait, sur l'ensemble des charges, il y a une infinité de ces petits éléments infinitésimaux de charge, donc, qui influencent la charge Q. Donc qui exercent des charges infinitésimales. DF1 et DF2 sont marquées comme étant des grandes charges. En réalité, elles sont infiniment petites chacune d'entre elles. Donc, là, autour du point P1, la charge dQ1, on l'a vu avec la densité, je peux l'écrire sigma fois ds, ds1 étant l'aire de la surface infinitésimale, et dQ2, je pourrais écrire sigma de P2 ds2. Évidemment, je peux exprimer dF1, la force exercée sur la charge Q par la petite charge dQ1 infinitésimale, je peux l'exprimer comme étant égal à, c'est un vecteur, 1 sur 4 pi epsilon 0, le produit des charges, c'est-à-dire Q fois dQ1, divisé par le carré de la distance qui sépare Q et dQ1. Et il faut lui donner une direction, un sens. Ça, c'est le rôle de ce vecteur U P1M qui relie, donc c'est un vecteur unitaire sur la section de droite, ou sur la droite, qui relie le point P1 et le point M. Alors maintenant, si je veux obtenir la somme de toutes les forces, ou plutôt la force totale qui s'exerce de la part de cette distribution de charge sur Q, si je veux obtenir la force qui s'exerce dessus, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je fasse la somme de toutes les forces qui sont exercées par tous les éléments infinitésimaux que j'ai définis, qui appartiennent à la distribution de charge. Et ça, on l'a vu dans le cours sur les densités. Il faut faire une intégrale, faire une somme. Donc une intégrale, c'est une somme continue. Donc c'est une intégrale pour tous les points P qui appartiennent à la surface de toutes les forces élémentaires créées par ces surfaces élémentaires, ou plus ou moins par les charges portées par ces surfaces élémentaires. Donc je peux remplacer chacun des df par l'expression qui est au-dessus, et ça donne l'intégrale pour tous les points P appartenant à la surface de 1 sur 4 pi epsilon 0, et puis Q sigma ds sur R au carré fois UPM. Vous voyez que là-dedans, R au carré, enfin R plutôt, dépend de la position du point P. Il y a des choses qu'on va pouvoir sortir de l'intégrale, par exemple Q est 1 sur 4 pi epsilon 0, mais sigma certainement pas, il dépend de ça. UPM aussi, il dépend de la position du point P, UPM aussi, et ds aussi. Alors, ds, si maintenant, évidemment, on veut faire le calcul effectivement, l'expression que je vous donne, c'est une expression, encore une fois, et comme d'habitude, formelle.
c'est-à-dire qu'elle exprime quelque chose, mais elle ne dit pas comment faire le calcul. Si je veux faire le calcul, il faut il faut se donner un système de coordonnées. En particulier, par exemple ici, pour le ds, on peut l'exprimer en coordonnées cartésiennes comme étant le produit de dx par dy. Euh, Par exemple, ceci dit, tout ça dépend de la forme et de sigma, donc de la distribution et de la forme de la surface sur laquelle on fait l'intégrale.